Tout d'abord, je tiens à remercier le club scientifique pour l'invitation. C'est un club scientifique qui vient d'être lancé et créé. Et aussi, je remercie mon ami et mon camarade et mon prof, je ne sais pas comment le nommer, Khader Madani, pour cette communication. Vraiment, moi, je tiens à me présenter aussi, c'est M. Azibi, il est à l'appui, président de la commission éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle. Bien sûr, Bijaya, c'est un pôle d'excellence en agroalimentaire. Bijaya aussi, on peut développer la wilaya dans Bijaya, notre wilaya, en agroalimentaire, mais aussi en tourisme. Parce que c'est une wilaya à vocation touristique, mais aussi c'est une wilaya à vocation agricole. Je crois que notre conférencier, il a fait allusion, il a cité les potentialités de notre wilaya dans ces trois domaines. Et soyez sûr, à l'université de Bijaya, au niveau de l'appui de Bijaya, aucun développement se peut se faire sans l'université et surtout sans la communauté universitaire. À titre d'exemple, il a donné des exemples sur le financement de l'appui pour des activités de l'université. Je tiens à vous informer que notre ami Khader va animer une conférence ou va organiser une conférence prochainement qui traite le domaine de l'environnement. Inch'Allah, l'ouverture de cette activité, l'appui va abriter l'ouverture de cette activité. C'est pour encourager la communauté universitaire à produire. Mais je crois que le problème de notre wilaya, c'est beaucoup plus, on a creusé un grand retard, on a un retard en matière de développement. C'est pour ça qu'il faut penser à un développement réel. Mais aussi, je voulais poser une simple question, ce n'est pas pour prendre la parole. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, il faut s'intéresser à l'agriculture de montagne? On peut produire, on peut aider notre wilaya dans le développement de cette agriculture de montagne, vu que notre relief, voilà, c'est après. Et aussi, merci pour la communication. Et voilà, je tiens aussi à saluer nos amis du club scientifique. Et l'appui de Bijaya, il est là pour accompagner ce genre d'activité et de faire promotion pour l'université. Et aussi notre ami Khader Madani, c'est un ami des associations. Moi, je peux témoigner. Et aussi, parlons des chiffres. Moi, personnellement, on a eu une expérience de ce qu'on appelle un atlas de wilaya. La carte socio-économique de la wilaya de Bijaya, j'ai eu l'honneur de faire partie de gens qui ont contribué à cette carte de wilaya. Là, on peut trouver tous les chiffres concernant notre wilaya en matière soit de l'agriculture, le tourisme ou même autre chose. Et je vous remercie une autre fois. Voilà, ma question elle est simple, est-ce qu'on peut développer l'agriculture de montagne? Voilà. On va remercier M. Haddadou. Donc, c'est M. Azibi. Pardon, M. Azibi. M. Haddadou, c'est le président de l'appui. Lui, il est représentant donc, du président. Là, je vous demande pardon. Non, c'est encore mieux. Comme ça, tout le monde sache qu'il y a un certain M. Haddadou qui est président de l'appui. Merci bien. Alors, voilà. Ben, je vous remercie. Donc, si M. Azibi, c'est un ami de longue date, c'est aussi un psychologue de formation. Donc, je tiens à vous remercier avec tous les mots psychologiques que vous avez utilisés. C'était un plaisir de vous écouter. Juste pour vous dire aussi, il est grand temps que nos étudiants sachent comment est organisé une APUI. J'aimerais bien, et là j'interpelle le président de l'association Sciences Alimentaires, de faire une petite visite à l'APUI pour regarder comment c'est organisé. L'APUI, il y a des présidents, il y a un président et des vice-présidents, mais il y a aussi des commissions. Il se trouve donc que notre ami M. Azibi est un président de commission. Mais quelle commission? C'est la commission éducation nationale, enseignement du supérieur et formation professionnelle. C'est-à-dire que tout ce qui touche
à la formation, à la pédagogie, à la recherche, passe via chez lui. C'est-à-dire, c'est votre monde. Donc il faut connaître ce gars-là quand même. C'est le président qui s'occupe de ces affaires-là, c'est quelqu'un à connaître. Alors, pour la question posée, l'agriculture de montagne, tout d'abord, il faut définir ce que c'est que l'agriculture. Tout le monde sait la définir, mais il faut savoir définir ce que c'est que la montagne. Tout d'abord, à Béjaïa, ça veut dire quoi, la montagne? Est-ce que la montagne, c'est là où il n'y a pas d'urbanisation? S'il n'y a pas, est-ce qu'il y a à Béjaïa un endroit là où il n'y a pas l'urbain? On va faire la densité. Vous savez que l'une des plus grandes régions à haute densité de population dans toute la Méditerranée, vous voulez que je vous la donne, elle est où? Sidi Aïch. Sidi Aïch, elle est entre 1800 à 2000 habitants par kilomètre carré. Elle a dépassé la capitale du Liban, là où il y a, vous savez, le Liban, petit pays, et avec une grande densité de population. Donc, Béjaïa, quand même, devient très habité. Nous sommes sur une surface, là où nous sommes presque 1 million d'habitants. Et je peux vous assurer, hein, les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Même la démographie à Béjaïa commence à baisser. Vous savez pourquoi elle commence à baisser? Comment on le constate? Bon, par les chiffres, mais on commence aussi à le constater que dans le milieu rural, certains primaires sont fermés. Et quand les primaires sont fermés, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gosses pour aller étudier. On dit qu'il y a deux choses, la démographie qui baisse, mais il y a aussi une exode rurale vers les grands centres urbains. Aqbou commence à devenir vraiment quelque chose de très très important. Donc vous pouvez être sûr que tout ce qui est riverain est descendu vers la ville, comme pour Béjaïa. Donc les deux grands pôles actuellement les plus visibles en termes de densité urbaine, c'est Aqbou et Béjaïa. Maintenant je reviens à l'agriculture de montagne. C'est les gens descendent, mais l'olivier, ou le figuier. Juste pour que vous sachiez, Béjaïa est la plus grande wilaya qui produit l'huile d'olive, jusqu'à 20 millions de litres par an, mais ça, l'essentiel du parc oléicole est devenu oléastre. Parce qu'on et si on va faire un petit travail, s'il y a de la finance seulement pour rendre Azboj l'olivier, on peut multiplier par 3 à 4 fois la production oléicole de Béjaïa. Et l'une des choses, parce que je suis souvent dans les conseils interprofessionnels qui viennent juste d'être installés, j'ai appris que l'une des formations dont a besoin la direction des services agricoles, c'est c'est-à-dire la taille et en plus la greffe. Donc, il y a des maîtres greffeurs. Les maîtres greffeurs à Béjaïa peuvent gagner beaucoup plus d'argent qu'un professeur d'université. Mais bien sûr, parce qu'il y a un besoin. Et vous voyez, c'est ça que vous devriez apprendre. Mais pour que vous devriez l'apprendre, il faut que cette information vous soit disponible. Et je tiens à remercier de m'avoir fait rappeler sur les cartes. Il faut que ces cartes soient maintenant disponibles sur le net pour que les gens puissent cliquer. Tout ce qu'il y a comme étant besoin de formation, parce que s'il y a de l'information, la formation suit. Voilà. Donc, Béjaïa, elle a une vocation agricole, et, je répète, ça va aller dans votre sens, c'est l'agriculture purement de montagne. Parce que les autres agricultures, on n'a ni les moyens, et on ne peut pas être compétent. Et on ne peut pas être compétent même dans la production animale. Sachez que Béjaïa, sur le poids algérien, parce que je viens juste d'assister aussi au conseil interprofessionnel pour la production des viandes, on est à 0,5% par rapport à la production nationale. Donc on ne pèse pas. Donc ce qu'il y a à renforcer, il faut le renforcer. Les autres, il suffit seulement de les suivre. Mais vous avez raison, s'il y a une agriculture à développer ici à Béjaïa, c'est l'agriculture de montagne. C'est d'ailleurs, sur 2000 ans d'histoire, nous avons développé seulement l'agriculture de montagne. Voilà. D'autres questions? Allez-y. C'est pour le cactus. Est-ce qu'on a les moyens financiers? Alors, actuellement, on vient juste de nous donner la valeur à peu près de 900 000 €. C'est un financement européen sur le cactus de Soukharas. L'histoire, c'est très simple.
Soukaras, quand il plante le cactus, un agriculteur, c'est 10 000 hectares. C'est 10 000 hectares mais par contre, si, je viens juste de vous donner les idées, là on peut les trouver, c'est sur les bords de l'autoroute, ainsi que sur les coupe-feux. Naturellement, personne n'en a besoin, parce qu'ils les ont fait comme ça. Là, c'est des utilitaires, il faut qu'ils protègent l'autoroute, donc il faut planter quelque chose. C'est parce qu'on a les moyens existent. Les moyens existent, même en termes de plantation. C'est la volonté politique. Et la volonté politique, c'est un petit peu des gens comme moi et toi. Donc on raconte nos histoires, on dit que c'est faisable, et après on attend les prises de décision. Les moyens existent. Parce que la prise de décision, si je me bats pour le cactus, il y a certainement quelqu'un d'autre qui va se battre pour l'oranger. Il y a quelqu'un d'autre qui va se battre pour le figuier. Et Alina, mais ceci n'empêche pas. L'idée, elle est là. Il faut planter les deux rives. Il faut planter pour pouvoir maintenir la pénétrante parce qu'elle est hautement stratégique pour le développement de la wilaya. L'idée, elle est là. Ce n'est pas forcément le cactus, ça peut être l'oranger. L'essentiel, il faut qu'il soit planté. Fahmti? Voilà. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette richesse intellectuelle parce que je suis le fils de Béjaïa aussi. Je n'étais pas au courant que Béjaïa était purement historique. J'ai une question à vous poser. Sur 2000 ans d'histoire, Béjaïa était une ville qui est civilisée et développée. Et malheureusement, actuellement, nous sommes cassés dans des pays sous-développés, même. Est-ce que, avec toute cette richesse qu'on a, l'agriculture, on peut la faire développer encore plus et faire relancer l'économie en remplaçant le puits de pétrole? Merci. Ça, c'est des questions très récurrentes. Hein. C'est-à-dire qu'on est pays sous-développés, pays émergents, pays en voie de développement. Je vais vous utiliser toute la terminologie utilisée quand on parle de l'Algérie ou des pays comme les nôtres. Ceci n'empêche pas. Vous le savez tous, c'est-à-dire il ne faut pas une disque qui déhumanise, il faut qu'ils disent les choses. Vous savez, quand on est prof d'université ou quand on est étudiant, on a cette liberté dans la parole. Ce n'est pas comme un élu ou un partisan. Donc, quand on a la liberté dans la parole, on devrait la choisir à bon escient. C'est-à-dire, il faut la choisir dans le sens constructif. Il n'y a pas il n'y a pas deux qui vont vous contredire sur le fait que de 1962 jusqu'à récemment, nous avons vécu tous ensemble sur la rente pétrolière. Tout le monde. Il n'y a pas un économiste, il n'y a pas même un politique actuel qui va vous dire non, le pétrole, machine, le pétrole est saïchen. Mais quand vous critiquez, il faut connaître aussi l'histoire. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire de 2000 ans, mais je ne suis pas rentré. Tiens, en 1962, quand on est devenu indépendant, il y avait combien d'universitaires dans toute l'Algérie? Est-ce que vous le saviez? Nous sommes presque 2 millions entre étudiants, enseignants et ATS. 6 millions dans l'enseignement du supérieur. Béjaïa, puisque j'ai le président de la commission, juste pour que vous sachiez, on est presque 43 000. En 1962, on était seulement 400 étudiants. 400 000 les étudiants. Le chiffre est immense. Mais 400 000 les étudiants, vous ne pouvez rien faire. Parce que tout simplement, la guerre d'Algérie est une guerre extrêmement sanguinaire, la guerre de Moussine. Et avec l'OAS, ça a fait de telle sorte presque tous les Français, les cadres, sont partis. Donc il fallait reconstruire ce pays. Il fallait le reconstruire. Pour le reconstruire, il fallait beaucoup d'hommes et de femmes lettrés. Et ça a pris beaucoup de temps pour le faire. C'est tout à fait normal. Donc on a payé, évidemment, on a payé sur 50 ans comment dire, notre bagarre pour l'indépendance.
Parce que tout d'abord, il fallait être indépendant. On était plus malheureux auparavant que maintenant. C'est une vérité absolue. Maintenant, les questions qui se posent, faut-il continuer comme ça? On avait entre 9 et 11 millions d'Algériens. Les méthodes de gestion, les méthodes de gestion pour 42 millions d'Algériens ne sont forcément pas les mêmes. Donc il faut changer. On va essayer de faire un petit peu de statistiques. Si vous allez m'inviter un de ces jours pour vous parler de ces statistiques, comment qu'on évolue, c'est avec grand plaisir. Mais juste une petite statistique. Sur les 10 dernières années, je vous donne la statistique, l'année dernière, l'Algérie, elle a fait une autosuffisance alimentaire sur 70% par rapport à ses besoins. Il y a 10 ans, on n'était même pas à 20%. Très simple. Est-ce que sur les... Est-ce que Tazer Tourat Zartat? Zart Tazer. Zart Zetou Zmour. Il y a 10 ans, Zartara. Il n'était pas aussi disponible que maintenant. Je vais vous un exemple. Cette région était, il y a 2 années, l'une des régions qui produisait le plus de miel à l'échelle nationale. Tamems. Est-ce que ça y est, 2017, une région a déclassé tout le monde, la première région, et tout le monde s'est étonné pourquoi. C'est Soukaras. Soukaras, c'est la première région apicole. Ils se sont étonnés, mais avec Soukaras, ça a le rabais, ça me connaît, ou ça n'a le Soukaras, vous avez déjà été? Sahara. Mais Soukaras, depuis 1995, ils ont planté l'équivalent à peu près de 70 000 hectares Noukramos. Soukaras, jusqu'à Bachatam, à Karmoussaï, c'est Hadarni, خدم الماكلة العلف في l'ovin et le bovin. C'est le farouini, خدم المعجون, خدم النخل, c'est la graine, la graine du cactus. Ils font une huile. L'huile, elle fait à peu près 1000 € le litre. La graine, il reste le tourteau. Ils font une alimentation volaille. Par contre, le cactus, it's nowhere. Donc, à Nouarné, ils ont placé les ruches et ils ont pu produire beaucoup de miel. Ils ont battu la Kabylie, puisque la Kabylie elle a été assujettie à des feux de forêt. Donc, il faut tout d'abord qu'il y ait une certaine restauration du massif forestier, de la production de miel. Ces choses-là commencent à devenir visibles en Algérie, alors qu'auparavant, les gens s'occupaient que de la rente. C'est-à-dire, ça a un problème Smith, allô, le bateau, il a l'argent à Daouer. Mais ça ne marche pas comme ça. Les Algériens sont revenus à la terre. Alors ça, c'est les investissements privés, personnels, sans parler des investissements d'État. Saltakaye, du côté de Tiaret, c'est 100 000 hectares pour faire de la culture intensive. C'est pas pour rien. Les transferts d'eau, avant 2009, elle avait... لو كان تقيم جاجريون ميدانا وسل لو كان بقيت لو كان تفوز دونك تاوين تيشيحاف juste pour que vous sachiez تيشيحاف il a été mis à l'eau en 2009 mais le تيشيحاف qu'est-ce qu'il y a? Il y a Aïnzada. Aïnzada s'est envasé. Heureusement que les gens ont fait un barrage en bas. Du côté de Bouira, les 3, si vous faites une petite multiplication, c'est 240 millions de mètres cubes multipliés par 3. C'est quand même beaucoup. Le barrage de Mila, Ben Haroun, c'est 1 milliard de mètres cubes. C'est-à-dire que, quelque part, les Algériens ont retenu l'eau qui, auparavant, ils travaillaient directement à l'Ohar. Sans parler de ce qu'ils ont fait du côté de Ouadsouf. L'essentiel du filfil, tomate, c'est يتصدق بيسكرا ليسونسيال من البطاطا كاين تصدق الواد شوف ما تاني ما كاينش انا من وذا كاينين انا من خير وذا كاين النور سي امبوسيبل سي كيلز اون في لي ترانسفير دو دي نابال بيان صوتنا ميدان تم رصت دونك لي ترانسفير دو كونت quelqu'un mène la bataille de l'eau il la gagne les Algériens vont descendre au sud parce qu'on ne peut pas rester au nord اقل 42 مليون 90% ils sont sur une gamme de 200 km il faut qu'on occupe le sud et l'occuper avec l'agriculture. C'est pour ça que maintenant, les gens, de plus en plus, l'État investit au niveau de la steppe sur l'agriculture. Pourquoi? Parce que les transferts d'eau sont réussis. Oui, namen. Voilà, pour que vous le sachiez. Voilà. Question? Monsieur Zaidi. Alors, M. Zaidi, c'est un petit peu le vampire de la santé.
C'est lui qui fait la transfusion sanguine. Donc c'est un Dracula. Merci pour votre intervention. Enfin, c'est très intéressant. Mais ça veut dire que la plante. Tout le monde peut-être ne connaît pas le caprier. C'est un arbrisseau qui, je l'ai découvert ça fait quelques années, il se développe dans des endroits, dans des sols pauvres, caillouteux. Il est résistant, il est épineux. Tout le monde l'a vu, mais on ne le reconnaît pas parce que alors qu'il y avait un temps, on l'exportait en... Je pense que c'est aussi... Je vais vous en parler du caprier. Voilà. Ou le caprier, découvrir Khidaon, si on laisse le bourgeon se développer en fleur, il se transforme en capron. Le capron est né, on le confond avec enfin, le capron est né le cornichon. On le confond avec le cornichon. Et je suis sûr, il y a une officier. On va vous en parler. Le capron, il est aussi riche que le cornichon. Et je pense... Je vais vous en parler, M. Zédi. Voilà. Parce que Akarmos, شوية أتنوتيك الدكرموس أنا على زقن شوية ذا أتنوت دكبار. Alors, juste le caprier. M. Zédi, vous devriez connaître, vous venez juste de dire que pour le caprier, dans les anciens temps, l'Algérie exportait le capre. Dans les anciens temps, il n'y a même pas 10 ans, il y avait des commerçants ici à Béjaïa qui exportaient le capre. D'accord? C'était même un truc qui faisait ce qu'on appelle le travail saisonnier. Mais la Ibad Shfan, c'était assez récent. Maintenant, les vacances, parce que les capres qui sont en vacances, pour aller le collecter, donc on le donnait à un collecteur principal, donc il payait, ça coûtait 2 dinars le mahni, 3 dinars, mais c'était de l'argent. Bien sûr, c'était quand même, il faisait de l'emploi pour les gosses, si vous vous rappelez. Tu te rappelles qui était le collecteur principal de tout le bassin de la Souma? Qui était le plus grand exportateur du capre à l'échelle nationale? C'était d'ici de Béjaïa. Sadi et Madani. C'est de l'Amé. Donc je connais très bien l'histoire parce que j'ai participé même au Urqad. C'est une chose à non? Très bien. Pour faire du confit. Alors, l'histoire du caprier, elle est immense. Mais vous ne pouvez pas le mettre sur le sol bas. Vous venez juste de dire les sols pauvres. La pénétrante ne passe pas par les sols pauvres. La pénétrante traverse les plus beaux sols du bassin de la Souma. Les sols les plus fertiles, pour que vous le sachiez. Hein, parce que je m'énerve à la pénétrante. À l'Intide, vraiment dans le creux de l'Oued, sur la rive gauche. Donc, placer le caprier d'Ina, c'est vraiment pas intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut mettre une plante, là où tu ne gaspilles pas beaucoup dans la maintenance. La maintenance. Vous savez, l'histoire du cactus en Algérie, le Canada c'est une histoire formidable. Elle est rentrée en 1510 via les Espagnols, mais les Espagnols l'ont fait rentrer comme étant les premières barrières biologiques contre les attaques des autochtones. Les Joudna, ils étaient connus quand ils guerroyaient de faire le far ou le kar. C'est-à-dire, ils attaquaient et ils se repliaient. C'était la technique guerrière, les Joudna. Pour arrêter le far ou le kar, il faut faire des barrages, comment dire, purement biologiques, sous Sénal, avec des épines. Donc, parce que le cheval, quand tu fais le kar, il ne peut pas avec le karmos. Tu vas me dire? C'est pour ça qu'ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené aussi pour une deuxième raison, parce qu'eux aussi, ils faisaient des invasions dans le bassin. C'est-à-dire, les Espagnols sont restés seulement à l'intérieur de la ville. Ils ne sortaient pas. Mais ils faisaient des invasions pour ramener la bouffe, ils faisaient l'impôt. Donc, ils sortaient à cheval. Les autochtones, c'est-à-dire les Juifs, ont fait une idée très simple. Donc, l'alimentation des chevaux, donc le foin, essentiellement, ils le mettaient avec du verre. Ils broyaient du verre à l'intérieur pour tuer le cheval. C'était une technique pour tuer les chevaux. Donc les autres, ils étaient obligés de trouver un foin en remplacement. C'était la raquette du cactus. Donc il y avait des raisons historiques. Je peux vous raconter aussi l'histoire du cactus. Pendant des heures et des heures, il se trouve que nous sommes un laboratoire très à la pointe
de tout ce qui concerne les produits et sous-produits du cactus. Et si je vous dis ça, c'est parce que l'essentiel de l'industrie qu'il y a au niveau du bassin, c'est lesquels? Vous avez l'industrie laitière, vous avez les huileries. L'industrie laitière, Soumam et Danone représentent, écoute-moi bien le chiffre, 95% du chiffre d'affaires de tous les produits laitiers en Algérie. Soumam et Danone. Soumam et Manis, c'est 45% du chiffre d'affaires algérien en produits laitiers. Mais quelle est l'importance? L'importance, c'est que ces gens-là, ils ont besoin de sous-produits. Le yaourt, généralement, on vous fait du yaourt avec, comment on appelle ça? Avec des fruits confits. Les fruits, le yaourt, c'est du lait, comment dire, en poudre importée. C'est une, comment dire, c'est des bactéries. Les bactéries lactiques sont importées, lyophilisées. La seule chose qui n'est pas importée, c'est l'eau. Donc, toute la technologie dépend de la ressource en eau. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, les deux réunis, Soumam et Danone, produisent à peu près 40 millions de pots de yaourt jour. Pour produire 4 pots de yaourt, il vous faut 12 litres d'eau. Vous faites le calcul et vous allez voir que ça a une pression importante sur la ressource en eau. En tous les cas, ici à Béjaïa. Mais je ne vous ai pas fait le calcul pour les fruits confits à mettre à l'intérieur. Ceux-là aussi sont importés. On s'est dit la chose suivante. Quand même, on a assez de fruits, non? On peut faire une implémentation avec les fruits produits sur place. Entre autres, à Kermoussé. Mais à Kermouss, écoute-moi bien, hein, pour pouvoir produire 1 litre d'huile, il vous faut 1 tonne au Kermouss. Ceux qui produisent actuellement litre d'huile, ils jettent presque toute la quantité de. Pourquoi? Parce que ça ramène à peu près 24 millions le litre. Ils jettent donc tout le déchet. Mais il est grand temps d'implanter des usines de transformation, ça fait de l'emploi, pour faire au moins de la confiture no Kermouss. Il y a dans ma poche quelqu'un qui est venu récemment de la coopérative Figuicole. Ils m'ont ramené un produit, ça c'est nouveau pour analyse. Vous savez ce que c'est? Je tire chapeau aux agriculteurs, je profite de l'occasion pour saluer les agriculteurs de Béjaïa. Ils ont beaucoup de génie. Beaucoup de génie, hein, honnêtement. Et ce génie-là, c'est aux universitaires de le canaliser pour pouvoir le transcrire, l'écrire et pour qu'il reste aux générations futures. Le grand problème aussi des Kabyles, c'est qu'ils ont une culture orale, ils n'ont pas une culture écrite. Il est grand temps, qui a du bon sens, qui de moi que Facebook, on va le piquer et le remettre, le restituer à la civilisation. Il faut qu'on garde les traces aînées. Vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est quelqu'un qui a fait de la figue. Il a séché beaucoup de figues. Beaucoup. Le problème à Bni Maouch, depuis l'installation du barrage de Bni Maouch, il y a un problème dans le séchage. Ça ne sèche plus de la même manière. Donc, il y a les quantités de figues pourrissent. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que l'humidité fait pourrir la figue séchée. Donc, c'est très simple. Mais oui, il n'avait pas beaucoup de mal de fikoulash. Il s'est dit, tiens, donc, il prend la figue séchée, pourrie, il la fait bouillir. Donc, la peau flotte, tout le sucre se met en solution, la graine se décompte en bas. Il récupère la graine, il la sèche et il la fait passer dans une presse à froid, ce qu'on appelle les vis sans fin. Et il obtient cette huile. Cette huile fait 600 € le litre. Ah oui, c'est du génie. Je tire le chapeau à ces gens-là. Voilà les gens, parce qu'ils voient là, mais wallah, ça a un bon sens, ça a le bon sens. C'est le bon sens paysan. Le bon sens nous. Tu vois, ce sont des idées comme ça, là où la communauté universitaire est dans l'obligation d'y réfléchir. Bien sûr, on est dans l'obligation. Moi, je vais lui dire, je vais lui faire une petite CPG, d'accord, pour lui dire, est-ce qu'il sera résigné parce que pour régler la machine, il y a des choses à faire. On va lui dire, est-ce qu'il a bien réglé sa machine? Mais il a ce génie. Mais le génie de l'université, c'est quoi? Il y a même procédé très artisanal. D'accord? On devrait quantifier
La quantité de figue sèche sur tout l'aire géographique, là où il y a le label de Beni Maouch, pour dire de telle façon à pouvoir comment dire, installer une industrie qui va récupérer tout le monde. Oui, le génie de l'université. Tu vas produire un produit spécial, terroir, c'est l'huile de figue de Beni Maouch. Il y a aussi à Beni Maouch quelqu'un, à partir de l'huile, il a fait le café de figue. Slimane, c'est Abid, voilà, c'est un producteur d'ina. Il fait le café de figue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il fait le café de figue. C'est-à-dire, il a pris la figue, même en termes d'humidité, elle fait à peu près 23%. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un séchage poussé. Il s'en tire à 2%. Il a tiré d'ablat. Il a broyé de la poudre, la chose de motte, il a fait en infusion. C'est le café de figue. Donc là, tu n'ajoutes même pas de sucre, puisqu'il y a les sucres dans la figue. Et le fait qu'il a rendu à 2%, donc il est un petit peu brûlé, ça donne le goût du café. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça marche comme des... Ils vendent bien son produit. Pour que vous sachiez, en Indonésie, quelles idées des agus. En Indonésie, il y a quelqu'un qui vend des cacas d'un animal. Des cacas, des sels. Qu'est-ce qu'il fait à l'animal? C'est un petit animal comme ça. Et jusqu'à pour que vous sachiez, ces cacas-là, c'est du café. C'est le café le plus cher au monde. Ah oui, c'est le café le plus cher au monde. Vous savez comment? Il donne à cet animal des fruits de café, donc le café, à manger. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Pendant le transit intestinal, il délipide la graine. Il se casse les lipidines. Et après, il l'envoie en caca. Il prend les cacas, il les lave, il récupère la graine, et il en fait du café. Donc il la broie. Et ça fait le café le plus cher au monde. Vous pouvez aller le vérifier sur le net et vous allez voir. Vous savez, c'est ça le bon sens. On a beaucoup de choses comme ça sur notre territoire. Beaucoup de choses. Il faut les transcrire et savoir les commercialiser. Tout le monde va gagner. L'emploi, la réputation du territoire, le produit, etc. Tout le monde va en gagner. C'est ça ce qui est demandé à l'université en tous les cas, à construire autour des dimensions des produits du terroir. Je vous ai parlé tout à l'heure du SNAT. Le SNAT considère Béjaïa comme étant la vocation des produits du terroir. Il faut travailler les produits du terroir. L'agroalimentaire, ça a l'ibadis. Le tourisme, ça a l'ibadis. Mais les produits du terroir, c'est nous. C'est vous, c'est les gens. C'est parce que les produits du terroir, ils font partie de notre histoire. Vous accueillir, ils nous ont accompagnés depuis des millénaires. Il faut savoir les mettre en valeur. Voilà. On veut remercier sincèrement monsieur le professeur Madani. Alors, c'était ça aussi, professeur Madani. Alors, maman, pas de questions. Voilà. Des questions à poser? Merci Anne. Des variétés? Je pense que tout à l'heure, ils vont vous en parler. Mais moi, je vais vous parler de la politique. C'est de la politique de l'huile d'olive. Vers 2009, l'État algérien a décidé de labelliser des produits du terroir. Donc, les labels qu'il voulait donner, c'est des indicateurs géographiques. C'est-à-dire, ce n'est pas des appellations d'origine contrôlée, puisque ça coûte un petit peu cher. Il voulait commencer par les indicateurs géographiques. Pour quelle raison? En Algérie, certains produits, je vais commencer par la plus célèbre, c'est Degelt Nour. Degelt Nour est vendu en Tunisie comme étant un produit sous marque déposée tunisien. Alors, que font les Algériens? Puisqu'on était en plein rentre, donc on s'en foutait. Donc, ils prenaient la Degelt Nour de la Tolga, elle traversait les frontières et elle est vendue 3-4 fois son prix. Des fois, c'était une erreur stratégique, mais il n'y avait pas de politique. On était très occupé par la rente. Jusqu'à 2009. 2009, les gens ont décidé
de prendre les choses et de revenir un petit peu sérieux. Ils ont, en 2009, considéré 5 produits à labelliser d'urgence. C'est-à-dire, c'est les produits qui étaient assujettis au piratage, comme dit Galton. On va commencer. La première, c'est la figue de Bni Maouch. La deuxième, c'est l'orange de Mohammedia. Vous connaissez l'orange Thompson, c'est l'orange Mohammedia. Elle est mondialement célèbre. La troisième, c'est l'olive de Sig. Sig, du côté d'Oran. Il y a une olive d'Ina qui est mondialement connue. La quatrième, c'était l'huile d'olive. Mais ils ne l'ont pas définie. Et je vais vous en parler, c'est l'objet de votre question. La cinquième, je me rappelle, alors, Orange Mohammedia. Ah, la cinquième, c'était la Tolga, la Dgeltenor. Voilà les 5. Jusqu'à aujourd'hui, donc 2009 à 2017, on est en 2018, il n'y a que 2 produits qui sont labellisés. C'est la figue de Bni Maouch et la Dgeltenor. Il n'y a que ceux-là qui ont réussi leur... Je ne vais pas vous raconter les problèmes des autres, mais je vais parler surtout de l'huile d'olive. Quand les acteurs, parce que dans l'huile d'olive, il y a des acteurs. D'ailleurs, les acteurs, ce sont les associations et les fédérations oléicoles. C'est-à-dire, ils se sont organisés en association. Les associations en Kabylie posaient un petit problème. S'il faut labelliser, qu'est-ce qu'il faut labelliser? Donc, c'est un indicateur géographique. Vous m'excusez du terme, donc, il y a une bagarre entre 3 variétés. Entre la variété Shmlal, la variété Azarraj, la variété Taqsarius. Voilà les 3 variétés. La bagarre Garas. Pour quelle raison? Parce que ces variétés poussent sur 3 aires géographiques complètement différentes. La Shmlal, elle est connue, Ksizmel Takin. Ksizmel Tarran, on connaît beaucoup plus Azarraj. Au Total Takeshu Sidi Aïchar, ça a été Taqsarius. Voilà les distributeurs. Il y a eu une bagarre terrible. Maintenant, si on regarde en termes de production, c'est des Shmlal qui a le plus grand rendement à l'échelle nationale. Donc, ceux qui ont le lobbying, c'est ça, oui, Shmlal. Oui, mais en termes de lobbying aussi industriel, c'est ça beaucoup aussi, c'est pas des petits. C'est aussi des... Il y a eu une bagarre. Qu'un des scientifiques, dont j'en fais partie, pourquoi on ne revient pas à ce qu'ils ont fait les Français? Donc les Français aussi, il y avait l'huile d'olive de Kabylie. L'huile d'olive de Kabylie, c'était quoi? C'était toute huile d'olive qui est produite à 50 km à l'est d'Alger. C'était l'idée, mais les gens n'étaient pas prêts à cette idée-là, parce qu'il y a une différence variétale quand même assez importante. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Incessamment, il y aura l'huile d'olive de Sig qui va passer parce que l'huile d'olive de Sig, il n'y avait pas de problème. Vous la connaissez, c'est une huile d'olive assez verte, hein, et aussi c'est une olive de table. Voilà son avantage. Ceci n'empêche pas une Knidan, c'est à l'olive de table. À Bouchlouk, Naïsmith, je ne me rappelle plus. Nous avons beaucoup de variétés. Ça, les variétés, à peu près une quarantaine. 36. Donc 36 variétés. 36 variétés, j'espère que Rai va se poser sur cette affaire-là. Voilà. Mais aussi. Le noyau de qui? Produits alimentaires? Ah, j'ai oublié. Vous avez bien fait de me faire rappeler ça. J'ai oublié tout à l'heure quand j'étais en train de raconter. Voilà. Hein, ça. Vous savez ce que c'est que ça? Ça, hein? Dachut. C'est pas la lampe d'Aladin, hein? Misbah Ala-Din. C'est avec ça c'était les torches d'auparavant. C'est avec ça. Mais qu'est-ce qu'elles contiennent à l'intérieur? Elles contiennent une huile qu'on appelle huile lampante. Zit lampa.
Même le P, parce qu'il n'est pas très aimé en Kabylie, en tous les cas en Basse-Kabylie, l'huile lamba. Mais ça revient à la même chose. Lamba, c'est une huile lampante. Une huile lampante, il voit chaud. Le monde actuellement classe les huiles. Il classe les huiles selon un critère très très simple. C'est le critère le plus important. L'acidité. Des chutes l'acidité. C'est un triglycéride. Il y a beaucoup de triglycérides des échoues. C'est un polyol, c'est une molécule qui devrait être seulement un alcool, sur qui on colle plusieurs acides gras. Donc, le triglycéride, c'est un polyol qui contient 3 acides gras. Les acides gras, l'alcool, les acides gras sont libres. Quand les acides gras sont libres, on dit que la matrice née elle a une acidité élevée. L'Ibad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont classé les huiles selon leur acidité. Les huiles, où ça intéresse, ou le peu d'acidité, c'est les extra vierges. C'est celui-là que le monde recherche. Le monde ne connaît que l'extra vierge. Mais il n'y a que l'extra vierge. Le problème, non, et ça, on va le payer très très cher. Honnêtement, je le dis souvent dans des conférences avec les acteurs de l'oléiculture. Il y a au monde quelqu'un qui dit que ton huile est bonne ou mauvaise. C'est le Conseil oléicole international. Et il décide, mais il dit le Conseil oléicole international. Il faut apprendre aussi, si demain vous allez faire, si vous allez rentrer dans le monde de l'agriculture, de regarder toujours la nature ou l'escalité de ceux qui décident. Et vous allez voir que ceux qui décident actuellement dans le Conseil oléicole international, ce sont les Égyptiens, mais surtout les Tunisiens. Et l'Algérie, elle est en train de subir une vraie guerre chimique sur les normes dans les huiles d'olive. Une vraie guerre chimique, parce que nous avons une potentialité immense si notre huile d'olive devient exportable. Évidemment, on fera tout pour que tu n'exportes pas, parce que c'est un marché assez important. On fera tout pour que tu n'exportes pas, mais je vais vous ajouter, on fera tout pour que tu sois un consommateur. Vous rentrez à l'intérieur. Prenez les huiles d'olive qui sont sur les étalages. Par exemple, une huile d'olive qui vient de Grèce, une huile d'olive extra vierge, qui vient de Turquie, une huile d'olive qui vient de France, une huile d'olive d'Espagne, tous ces producteurs de Tunisie, avec du verre borosilicaté, c'est-à-dire dans les normes. Alors que l'huile d'olive non, qui est dans du plastique, on ne sait pas comment ils l'ont rempli. Et c'est la moyenne. Mais elle est d'une acidité aussi élevée. Et ça, on va le payer très très cher. On va le payer très très cher parce qu'en Kabylie, 50% du parc oléicole est en train d'être transformé en oléastre. Mais par contre, si vous regardez du côté de Djulfa, du côté de Tbessa, du côté de Msila, du côté de Batna, surtout, je vous cite seulement le Djulfa, ils sont en train de faire de la culture hyper intensive, là où ils ont 400 oliviers par hectare. Alors qu'on est en moyenne sur 80 oliviers par hectare. Donc, qu'on a l'habitude de regarder Zis al-Qabaïl. Dans quelques années, ils vont l'appeler Zis al-Arab. Oui. Donc, c'est-à-dire, je vous parle à vous, mais aussi j'envoie un message à nos amis les élus, parce que ça a de l'importance majeure pour l'avenir de cette filière qui a fait connaître, en tous les cas, Bijaya à travers les âges. Akanakhat. Je pense que je vous ai répondu là. Merci. Donc nous espérons que vous allez assister à la conférence qui suit, n'est-ce pas? Certainement, mais je vais prendre un café avec mon ami, monsieur Aziz. Merci. Donc vous allez arriver directement à la deuxième conférence. Pardon? Donc vous allez me libérer. Ah oui, bien sûr.